Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver pour le 7-8 Europe, le magazine européen de la rédaction de TV78. Au programme de ce nouveau numéro, une structure publique pour prévenir et former les populations au risque d'inondation en Île-de-France, financée en partie par les fonds structurels européens. Epicène sensibilise des acteurs en vue de diffuser ensuite les bonnes pratiques. Si aucune date ne peut être fixée formellement, l'arrivée d'une crue majeure en Île-de-France est quant à elle certaine. Confinement en France, en Irlande ou encore au Pays de Galles, couvre-feu presque partout. L'Europe adopte de nouvelles mesures sanitaires pour contrer l'épidémie de la Covid-19. Les dirigeants ont été réunis pour un Conseil européen spécial ce jeudi 29 novembre. Sujet majeur pour l'avenir de l'Europe, la cybersécurité était le thème principal d'une rencontre organisée à Paris entre différents acteurs du secteur. Invitée phare de l'événement, la commissaire européenne Maria Gabriel, nous lui avons posé 3 questions sur cette thématique essentielle pour la souveraineté technologique et numérique du vieux continent. C'est une certitude méconnue des habitants. La région Île-de-France est pourtant menacée tous les ans par les crues éventuelles de ses fleuves, la Seine et la Marne. L'inondation est même le premier risque naturel majeur pour la région. Près de 900 000 personnes vivent dans une zone inondable. C'est pour anticiper ce danger que le service public Epicène dispense des formations et des ateliers à destination de tous les publics. Ce projet bénéficie des financements des fonds structurels européens. Sa mission, préparer et informer pour le jour J. Reportage lors d'une session Escape Game à Paris. Ces événements ont plongé Paris sous les eaux. C'est le scénario du pire, tant redouté par les pouvoirs publics. Paris et sa région, les pieds dans l'eau, des centaines de milliers de Franciliens inondés et paniqués, et toute l'île de France paralysée. Ce qui relève encore de la fiction pourrait devenir un jour réalité. Et c'est pour éviter cette catastrophe que la structure Epicène sensibilise le grand public au risque d'inondation en Île-de-France. Ce jour-là, les participants doivent collaborer pour résoudre en moins d'une heure un escape game. Il vous reste quoi comme truc possible? Il reste E, H et G. Leur mission du jour, échapper ensemble à la crue centenale de 2072. C'était assez amusant, c'était assez stressant aussi, avec le temps qui défile, la lumière qui s'éteint régulièrement. C'est une manière beaucoup plus intéressante de faire passer des informations parce qu'on le fait en s'amusant et sans le côté potentiellement anxiogène. Alors je dirais pas sans le côté stressant parce que c'est un escape game, mais sans le côté anxiogène du fait que c'est une inondation et tout ça. La vidéo de mise en situation est assez sympa, donc c'est pas mal. Ouais. Que faire avant, pendant et après une crue dans une région où plus d'un sondé sur 3 pense ne pas être exposé au risque d'inondation? Epicène se donne pour objectif de former des acteurs locaux, charge à eux ensuite de diffuser les bonnes pratiques. On a quand même des gens qui connaissent certaines choses, mais qui sont toujours en demande justement de savoir comment transmettre. Le problème, quand nous on est spécialistes, hydrologues, des spécialistes du risque inondation, le plus important pour nous c'est de bien communiquer, c'est de bien former les gens, c'est de bien les sensibiliser. Et du coup, ce module il sert à ça. 850 000 personnes et 620 000 emplois installés en zone inondable. Les enjeux sont colossaux pour la région capitale. Le territoire habitué des inondations avec 2 crues importantes en moins de 5 ans. En juin 2016, le niveau de la Seine avait atteint 6,10 m, bien loin encore de la crue historique de 1910, et un pic à 8,62 m qui avait alors bloqué la capitale pendant plusieurs jours. C'est un risque qui est inéluctable. C'est un phénomène séculaire, millénaire, qui s'est déjà passé, qui se reproduira. De toute façon, il faut que les gens s'y préparent. Il faut que les gens soient proactifs par rapport à ça et n'attendent pas, ne se laissent pas surprendre, entre guillemets, notamment en Île-de-France où le risque est prévisible. L'eau monte en général d'1 mètre, 1,50 m par jour. Donc on a à peu près en général 2 à 3 jours pour se préparer. Selon une récente étude internationale, une crue égale à celle de 1910 pourrait produire jusqu'à 30 milliards d'euros de dégâts et sinistrer jusqu'à 5 millions de Franciliens. Et s'il y a bien un risque qui impacte la vie des Européens depuis 8 mois désormais, c'est celui du coronavirus. La triste barre des 260 000 morts vient d'être franchie en Europe. Le continent redevenu à la faveur de l'automne l'épicentre mondial de la crise sanitaire.
Pour faire face à la deuxième vague et limiter le nombre de morts, les pays ont adopté de nouvelles mesures. À l'instar de la France, l'Irlande et le Pays de Galles ont décrété aussi un nouveau confinement de leur population. L'Allemagne, elle, a décidé de l'entrée en vigueur d'un confinement partiel et plus allégé à partir du 2 novembre et pour 4 semaines. Dans la plupart des autres pays européens, des couvre-feux sont mis en place et ceux des 18h, par exemple en Italie, une mesure qui a entraîné des manifestations. Exception européenne, la Suède, elle, n'impose toujours pas de mesures strictes à sa population. Le port du masque n'y est pas recommandé notamment. Ces mesures dans la plupart des pays européens ont un impact évidemment sur les possibilités de voyage et de déplacement. Pour connaître les restrictions mises en place et les recommandations faites aux voyageurs dans les pays, vous pouvez toujours consulter le site internet de la Commission européenne reopen.europa.eu. Toujours pour contrer cette deuxième vague, les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays membres se sont mis d'accord il y a quelques jours sur le déblocage de plus de 200 millions d'euros pour le transfert de patients entre les pays et la mise à disposition aussi de données communes sur l'avancée du virus. Les chefs d'État ont enfin apporté leur soutien à la France après l'attaque terroriste survenue à Nice. Je voudrais commencer notre réunion par exprimer, et je pense pouvoir le faire au nom de l'ensemble des collègues, la solidarité européenne, exprimer aussi notre solidarité et notre support face à des attaques terroristes tragiques qui à nouveau ont été menées. Il s'agit des valeurs démocratiques, il s'agit des libertés, il s'agit de l'état de droit. Et je pense pouvoir dire en votre nom à tous que nous sommes unis et rassemblés pour défendre ces valeurs qui nous rassemblent, qui nous unissent. Que s'est-il passé dans le reste de l'actualité européenne? Un prix décerné par le Parlement européen pour l'opposition en Biélorusse, les priorités de l'Union européenne pour 2021 et des Européens davantage préoccupés par la situation économique du continent. C'est l'actualité européenne en bref. Un hommage et un silence. Le Parlement européen de Bruxelles debout pour saluer la mémoire de Samuel Paty, l'enseignant français tué dans les Yvelines le 16 octobre dernier. David Sassoli, le président du Parlement européen, a insisté dans sa déclaration sur le rôle majeur joué par l'enseignement. La terreur se combat par l'éducation, par l'enseignement auquel Samuel Paty croyait, tel qu'il l'est pratiqué. Un enseignement bienveillant et critique, ouvert sur la société, sur l'autre, prônant le dialogue et la connaissance. Salué aussi pour son action, l'opposition bélarusse est vue décerner le prix Sakharov 2020 par le Parlement européen. Attribué depuis 1988, ce prix récompense des personnes ou organisations qui agissent en faveur des libertés fondamentales. L'opposition bélarusse est durement réprimée pour contester depuis 3 mois les résultats des élections présidentielles et la réélection d'Alexandre Loukachenko. Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire et économique, l'année 2021 sera-t-elle celle de la relance politique? La Commission européenne l'espère. Elle vient de dévoiler son programme de travail pour l'an prochain. Parmi ses priorités, le pacte vert pour l'Europe qui vise à réduire d'ici 10 ans de 55% les émissions de gaz à effet de serre du continent. La Commission souhaite aussi accélérer sur la question du numérique ou encore la mise en place d'un socle européen des droits sociaux. Des préoccupations d'abord économiques. Selon la dernière étude européenne sur l'opinion publique Eurobaromètre, les citoyens européens s'inquiètent pour 35% d'entre eux de la situation économique du continent. Deuxième sujet d'intérêt pour eux, les finances publiques des États membres à égalité à 23% avec l'immigration. En France, ces deux sujets sont supplantés par l'environnement et le changement climatique qui préoccupent 28% des personnes interrogées. L'actualité européenne aussi marquée par un regain des tensions avec la Turquie suite aux déclarations du président Recep Erdogan sur la santé mentale d'Emmanuel Macron. Le président français qui a reçu le soutien de ses homologues continentaux, une nouvelle opposition diplomatique qui surgit après les tensions déjà actées sur l'accès aux eaux en Méditerranée, sur la confrontation territoriale en cours entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La Pologne, enfin, limite de son côté à nouveau le droit à l'avortement. La Cour constitutionnelle de Varsovie a notamment jugé contraire à la loi l'interruption volontaire de grossesse pour les femmes enceintes de fœtus souffrant de malformations, même graves et irréversibles.
Avec cette nouvelle décision, l'avortement est presque rendu impossible en Pologne. À noter qu'au sein de l'Union européenne, seule Malte dispose d'une politique encore plus restrictive en la matière puisque l'IVG y est totalement interdite sur place. La deuxième édition de la Cyber Week, Paris Cyber Week, se tenait récemment à la Maison de la Chimie. Au programme rencontres et échanges entre les différents acteurs du secteur de la cybersécurité. Parmi les invités, la commissaire européenne Maria Gabriel en charge de l'innovation et de la recherche. Avec elle, nous avons fait le point sur la filière cybersécurité et le travail effectué entre l'UE et les collectivités territoriales. Une interview recueillie par Nicolas Dandré. D'abord, la cybersécurité, elle est vraiment au fondement de ce qu'on voudrait réussir comme une Europe adaptée à la transformation numérique. Cela concerne nos données personnelles, cela concerne la sécurité de nos services, de nos produits, cela concerne tout simplement la sécurité de notre économie et de notre société. Nous avons besoin d'experts. Aujourd'hui, il nous manque 300 000 experts en cybersécurité. Comment attirer la jeunesse? Je crois que si on trouve des méthodes adaptées pour chaque âge, parce que ce n'est pas la même chose au primaire que dans l'université, mais de montrer tout simplement l'extraordinaire diversité des métiers de cyber, on a plus de chances d'avoir des jeunes. Nous avons besoin de nos enseignants, des enseignants qui puissent parler des métiers de la cybersécurité, qui puissent avoir accès à des formations. En ce moment, nous avons 41 alliances européennes des universités. C'est notre grande initiative pour l'espace européen de l'éducation qui doit être réalisée d'ici 2025. Les collectivités territoriales ont un rôle fondamental à jouer. Je me réjouis que dans le domaine de la recherche, de l'innovation, de l'éducation, de la culture, pour la première fois, nous avons décidé, ensemble avec le comité des régions, de faire un plan d'action conjoint pour les 2 prochaines années. Pour nous, le rôle des régions sera fondamental et pour la transformation numérique et pour la nécessité d'avoir plus de personnes qui ont les compétences numériques de base et avancées nécessaires pour créer des entreprises, pour créer des startups, pour permettre à nos services administratifs électroniques d'être au plus haut point. De 14 à 28 jours, le congé paternité va doubler bientôt en France. Une bonne nouvelle pour lutter notamment contre les discriminations à l'embauche. Avec cet allongement, où se situe désormais la France comparée à ses voisins européens? Élément de réponse avec Olivier Janouex, responsable du Centre d'information Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye. Les pays nordiques sont les plus généreux. La Norvège est le premier pays au monde à avoir instauré le congé paternité. Il dure de 10 à 39 semaines. Le père et la mère peuvent se répartir les semaines et choisir de percevoir 100% ou 80% de leur salaire selon la durée du congé. Au total, à la naissance de leur enfant, les parents disposent de 59 semaines de congé. 10 semaines pour la mère, 10 semaines pour le père et le reste à partager. En Suède, comme la mère, le père est autorisé à prendre jusqu'à 480 jours de congé, payés à hauteur de 80% du salaire. En Finlande, le jeune père bénéficie de 54 jours de congé payé. La mère a le droit à 105 jours. S'ajoute au congé paternité 26 semaines de congé parental à partager. Le Danemark se montre également généreux. Le père peut prendre 2 semaines de congé, payées intégralement. La mère, elle, dispose de 18 semaines, auxquelles s'ajoutent 32 semaines payées 100% de leur salaire à se répartir. En Allemagne, pas de congé paternité, mais le père a le droit de prendre un congé parental de 14 mois maximum, à partager avec la mère. Le congé maternité est lui de 14 semaines, dont 8 semaines après la naissance du bébé. En Espagne, le père bénéficie de 8 semaines de congé payé en intégralité, et d'ici 2021, il aura même droit à 15 semaines de congé paternité, soit autant que la mère. Et pour terminer, en Slovénie, c'est 30 jours, mais les parents ont droit à un congé parental de 260 jours. En Bulgarie, le père a le droit à 15 jours de congé payé, 410 jours pour la mère. Et enfin, en Italie et en Grèce, le père dispose de 2 jours de congé paternité, contre 5 mois pour la mère et 17 semaines en Grèce. C'est la fin du 7-8 Europe. Vous pouvez retrouver évidemment tous ces modules et reportages sur le site de TV78, tv78.com ou les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro du 7-8 Europe. À très vite.